moi, ma phrase, c'est il n'y a pas d'improvisation, il n'y a que des gens bien préparés. Et cette phrase, elle me suit dans ma vie, mais pour tout. Je suis un passionné de golf, pas d'improvisation. Mon parcours, il est préparé la veille. Le parti pris que j'ai eu il y a quelques années, c'est d'objectiver les développeurs sur le coût de la plateforme. Ah ouais. L'avantage du serverless, c'est qu'en général, si ton code il est rapide, ça coûte moins cher puisque tu es facturé au temps. Et à l'époque, je l'ai pas dit à ma mère. J'ai dit non. Et là, ta mère ne l'a jamais su. Elle le saura là quand elle écoutera ce podcast. Il y a prescription encore. Hein. Donc là, il y a des vraies confidences. Ouais. Je suis Pierre L'Hôpitalier, cofondateur de Kaibi, société spécialisée dans le digital et le développement applicatif. Ces 15 dernières années, j'ai eu la chance de rencontrer de nombreux CTOs et talents du monde de l'IT qui le sont devenus. Aujourd'hui, je leur donne la parole et ils nous donnent leur vision. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Aurélien Capdecom qui est le CTO de 20 minutes. Merci Aurélien d'avoir accepté l'invitation. Merci de me recevoir dans ton studio. C'est avec plaisir. Alors c'est marrant, je te donnais les petits conseils que je donne habituellement pour le positionnement, le micro, bien parler dedans, tout ça. Puis je me suis rappelé que tu avais un passé un petit peu radiophonique également, donc ouais. je t'ai donné des petits conseils probablement un peu obsolètes et inutiles, mais voilà, c'est peut-être l'occasion de te lancer sur avant le monde de l'IT, avant les responsabilités de CTO. Tu avais d'autres rêves? Oui, alors tout conseil est bon à prendre. Hein. Voilà, j'ai aucune prétention là-dessus. Effectivement, moi, pour l'anecdote, moi, mon rêve, c'était d'être animateur radio. Et je te parle d'un rêve d'enfant. C'est-à-dire que quand j'avais 6 ou 7 ans, j'avais une petite platine vinyle où je mettais des 45 tours. J'avais le micro, tu sais, le jouet où tu fais du Larsen sur le haut-parleur là, quand t'es gamin. Et je faisais des émissions de radio dans ma chambre. Et en continuant à l'adolescence, je me suis acheté table de mixage et j'ai invité mes copains à l'époque. Et on se faisait des émissions de radio qu'on enregistrait sur cassette, etc. Donc c'est vraiment un rêve. C'est ce que j'écrivais sur mes fiches. C'était plus qu'un rêve, quoi. Tu mettais un peu en production, quoi, le rêve, quoi. Oui, après, moi, la cassette qu'il écoutait, personne. Mais voilà, il y avait un micro-studio dans ma chambre. Moi, j'avais une mezzanine et en dessous, le bureau, c'était un studio d'enregistrement avec des micros. J'avais bricolé des pieds de micro parce que c'est pas comme aujourd'hui. Hein, t'avais pas Amazon pour commander ton pied, donc j'avais bricolé avec des mécanos, des trucs. C'est des souvenirs extraordinaires. Et je me souviens au lycée, quand les profs te disaient qu'est-ce que tu veux faire plus tard, mes amis disaient je vais être expert comptable, je vais être médecin. Ça Ouais, et pour rigoler, j'ai un très très bon ami qui est expert comptable et il en est très heureux et c'est très bien. Tu vois. Mais moi je disais je vais être animateur radio et t'es dans un pays où il n'y avait pas de cursus pour y aller, hormis des écoles qui étaient potentiellement hors de prix et qui n'étaient pas dans l'approche que pouvaient avoir mes parents, quoi. Donc ce que j'ai fait... Tu dis il n'y avait pas, aujourd'hui il y a des cursus pour aujourd'hui, approcher ce type de... Je saurais pas te dire. Je saurais pas te dire. Moi j'étais très au point il y a 25 ans sur le sujet. J'étais allé à l'ONICEP, voilà, je m'étais renseigné. Il n'y avait pas de formation diplômante en fait en France. Il fallait aller en Allemagne ou autre. Aujourd'hui, je pense qu'il y en a, et si tu regardes les stars de la radio d'aujourd'hui sont des gens qui ont commencé dans des petites radios locales et qui après ont gravi les échelons, quoi. Donc voilà, et moi, visiblement, c'est pas mon parcours. Mais donc moi, ce que j'ai fait de la compta. Finalement, je suis allé faire des études de compta. Ouais. Ok. Principalement parce que j'aimais pas trop l'école et je choisis une filière où il n'y a pas beaucoup de devoirs à faire à la maison. Et donc j'ai fait de la compta, j'ai passé tous les échelons, bac, etc. Franchement, ric-rac. Je me souviens, je dérive un peu de l'histoire, mais au bac, les profs me disaient bon bah l'année prochaine. Et puis finalement j'ai eu mon bac avec mention. Je crois que j'ai eu la meilleure note de la classe, ouais. Donc grand écart, quoi, ouais, entre l'attendu et le résultat, quoi. Oui, voilà. Et en fait c'est un peu et tu vois ce que je dis là, ça va venir à ce qu'on va dire tout à l'heure sur mon rôle de CTO. Et aujourd'hui, c'est moi j'ai compris comment ça marchait à l'époque.
très jeune, j'ai compris comment fonctionnait le système scolaire, et donc j'ai mis mes forces là où je devais les mettre pour réussir. Donc en gros, je foutais rien de l'année. Et puis 2 jours avant le bac, je me mettais à fond pour repasser toute l'année et que ce soit frais dans ma tête en fait. Voilà. Et plus d'efforts sur le coef 9 que sur le coef 2. Exactement, Ok. exactement. Après, je te dis qu'en philo, je suis resté 4 heures. Hein. Mes copains, au bout d'une heure, ils étaient dehors. Ils m'ont vu sortir au bout de 4 heures. Ils m'ont dit, mais qu'est-ce que t'as fait? J'ai eu la moyenne. Voilà. Mais voilà, tout ça pour dire que je fais des études de compta et au moment de faire un stage de fin d'année, moi je dis, la compta, voilà, je vais le faire dans une radio. Et donc je suis allé faire mon stage dans une radio associative qui s'appelait Radio Montpaïs, qui existe toujours à Toulouse d'ailleurs. T'as quand même réussi à faire le lien quoi, entre la passion et... Voilà. Ok. Et puis j'arrive, il y avait le directeur de la radio, il me fait, vous êtes stagiaire en école, d'ingénieur du son? Je dis non, pas du tout. Moi je fais de la compta, mais mon truc c'est j'ai envie de parler dans un micro. Et ça l'a fait rire. Et il m'a pris. Et premier jour de stage, il y a une animatrice qui me dit, bon, tu viens, tu vas présenter l'agenda avec moi. Donc, voilà, premier jour de stage, je suis dans le studio et je dois lister les concerts sur Toulouse, puisque je suis originaire de Toulouse, pour le week-end, quoi. Et donc voilà, je fais ce stage-là. Je te cache pas que mon rapport de stage, je l'ai un petit peu bidouillé pour que ça passe auprès des examinateurs. Et de toute façon, il y a la prescription maintenant. Et puis après, cette radio associative, je suis devenu membre et ils m'ont proposé un créneau hebdomadaire où j'ai pu faire mon émission tous les vendredis, 2 heures. J'ai fait venir les copains, pareil. Tous les vendredis soirs, pendant 2 heures, on s'éclatait, on écoutait du funk. On parlait de sport, on parlait de musique, on parlait de séries télé, et on a fait ça pendant 2-3 ans en fait. Et puis après, à un moment, il faut payer son loyer, il faut aller travailler, et ça, malheureusement, l'activité associative, ça ne paye pas. Ça ne payait pas le loyer. Voilà, quoi. exactement. Donc il y a un moment où ça s'arrête, parce qu'on a tous des vies aussi, hein. Il y en a qui se mettent en couple, qui s'installent, voilà, et donc ça s'arrête. Mais c'est sans regret. Tu vois, je te dis aujourd'hui, je voulais être animateur radio et j'estime que je l'ai été. Voilà. Peut-être pas sur Énergie ou France Inter, voilà, mais j'ai été animateur radio une fois dans ma vie. Et donc ça t'a permis de passer à la suite, quoi. Ouais, et tu vois, l'enchaînement est super parce que qu'est-ce qui m'a amené à faire du code? C'est que j'ai fait le site de mon émission de radio à l'époque. Ah, ok. Ouais, donc moi je préférais passer mes nuits à apprendre à coder pour faire le site de mon émission de radio. Je te parle de ça, on est 2002-2003. Et je fais le site, tu commences par un site HTML, puis tu enchaînes sur un truc en PHP avec un CMS. Alors tu verrais ça aujourd'hui, les gens du RSSI ils seraient fous, c'était plein de failles de sécurité et tout. Mais c'était pas grave, à l'époque Internet, c'était gentil. Et je fais mon site. Il y avait des CMS en 2003 déjà? Ouais. T'avais quoi? Il s'appelait PHP Nuke, celui que j'avais utilisé. Ok. Ouais, je me souviens du code encore aujourd'hui, c'était vraiment très moche. Et je veux pas offenser la communauté, hein, mais on est sur des standards aujourd'hui bien différents, quoi. Et voilà, je fais ce site, je vais pas beaucoup à l'école. Encore une fois, donc je suis en BTS, je me pointe à l'examen et en fait, je sors avec la meilleure note de la promo alors que j'ai fait un stage dans un truc qui a rien à voir. Et, enfin, voilà, c'est encore une fois, j'ai mis mes forces au bon endroit. Et puis derrière, alors, l'histoire est longue, hein, je vais te prendre une bonne partie du podcast, mais on n'est pas timeboxé ici. Ok, hein. Bon, alors écoute, derrière, je signe à l'URSSAF, je rentre à l'URSSAF. Voilà, en tant que chef d'entreprise, tu dois bien connaître cet organisme. Je connais bien, ça me parle. Voilà. Et moi, j'étais dans un service GED, donc de dématérialisation, et en CDD, et à la fin, j'ai un avis favorable pour passer le concours, pour être en CDI. Après, tu rentres là, tu es sur une autoroute, tu vois, ta vie, elle est toute tracée. Et le jour d'aller au concours, un truc rare à Toulouse, grève des transports. Très rare à Toulouse. Hein. Et à Toulouse, comme le métro est automatique, il suffit que 2 personnes fassent grève, tu n'as plus de métro. Ça fait tout tomber. Okay. Ouais. Et donc, je me retrouve à l'arrêt de bus à me dire, je pourrais pas passer le concours. Je commence à rentrer chez moi, et là, je vois le père d'un copain qui arrive avec sa voiture, il s'arrête, il me fait tu veux que je te dépose? Et tu vois, là ma mère, elle va entendre ce podcast, elle n'est pas au courant. Je lui dis non. Je lui dis non, merci, ça va.
alors qu'ils m'auraient déposé, j'aurais peut-être eu mon concours, je serais aujourd'hui à l'URSSAF, etc. Et à l'époque, je ne l'ai pas dit à ma mère. J'ai dit non. Et là, ta mère ne l'a jamais su? Elle le saura là quand elle écoutera ce podcast. Il y a prescription encore. Donc là, il y a des vraies confidences. Ouais. Je lui ai jamais dit et c'est pas grave finalement. Et donc je rentre chez moi et donc ma mère, t'as pas de travail. Enfin, tu vois un peu comment. Toi, tu m'as dit que tu avais des enfants. J'imagine, tu vois, t'as envie du meilleur pour tes enfants, donc t'as envie qu'ils travaillent, voilà. Ouais, j'imagine qu'il y avait une petite déception là. Ah, je dirais que je pense que moi, en tant que parent, je pense pas pouvoir être déçu de mes enfants, mais frustration ou inquiétude, ouais. Voilà. Et ma mère qui était enseignante, 2 semaines après, elle me dit, écoute, dans la salle des maîtres, j'ai vu une note du ministère de l'Éducation nationale, ils recherchent des gens qui font de l'informatique, donc tu vas y aller. Donc je me présente, je passe un entretien et je rentre au service informatique de l'inspection académique de la Haute-Garonne. Et puis là, je commence à bricoler des ordis, à aller dans les écoles, à changer des cartes réseau, des trucs comme ça. Et puis... Les carrières, des fois, ça tient pas à grand-chose. Bah oui, c'est fou, quand tu le vois aujourd'hui. Et puis on sait pas ce qui va arriver en plus. Mais, et voilà, et puis petit à petit, dans le service, ils comprennent que j'ai un peu bidouillé du code, machin, et ils mettent sur un projet de développement d'un outil qui permettait de superviser les auxiliaires de vie scolaire pour les enfants handicapés. Et un outil qui permettait de suivre l'apprentissage des langues étrangères dans les écoles élémentaires. Voilà. Et donc je commence à coder à Toulouse. Puis on arrive en 2007-2008, c'est juste avant les subprimes. Et il y a quand même un boom du recrutement PHP en France. Et là, je suis démarché par une ESN parisienne qui s'appelait Actian. Et ils me disent, écoute, nous, viens, on te paye l'hôtel le temps que tu trouves un appart, on a une mission pour toi. Et donc, je me retrouve ici à Paris, voilà, à 700 km de chez moi. Et à démarrer, je veux dire, j'arrive un soir à 22h et le lendemain matin, je suis en mission dans un truc de vidéo en ligne à l'époque. Et voilà, je me retrouve jeté dans le grand bain. Et avec le soir à l'hôtel, ma compagne de l'époque qui est restée à Toulouse, voilà, changer de vie en quelques jours, quoi. Et puis voilà, là c'est lancé, je suis développeur, et puis après, je suis le chemin assez classique. Un peu plus classique. Voilà, oui. je suis développeur, je me débrouille pas trop mal. Au bout d'un moment, je deviens chef de projet. Voilà, j'enchaîne les missions. C'était une volonté ou moi... c'est des propositions qui se sont faites naturellement? Oui, en fait, moi, j'aime le code. Alors, j'aime ce métier-là. J'aime le fait qu'on crée des choses avec un langage qui finalement ne se parle pas. On écrit un langage et on crée des choses. Voilà. Mais moi, j'avais envie de plus. J'avais envie de parler aux gens. J'avais envie d'entendre les gens. J'avais envie d'avoir plus de hauteur sur ce qu'on crée, en fait. Donc, chef de projet. Voilà, je passe par la SNCF, je passe par Publicis Technologies. Et à un moment, je suis recruté par le magazine L'Express pour prendre un poste de responsable technique. Et donc c'est là que je mets le pied dans les médias. Et en fait, souvent quand on met le pied dans les médias, on a du mal à en sortir. Et quelques années plus tard... C'est un petit monde. Oui, c'est vrai, on se connaît tous. Voilà. Et puis quelques années plus tard, je rejoins 20 minutes pour un poste de CTO. Et puis voilà, ça fait 8 ans maintenant que j'y suis. Et je me retrouve aujourd'hui à table avec toi à discuter de cette histoire. Ouais, finalement, le passage chez l'Express, c'est le tremplin vers le poste de CTO ensuite chez 20 minutes, quoi. Oui. Alors, c'est l'apprentissage du métier dans les médias, parce que c'est un métier à part entière. C'est un contexte particulier, parce que c'est quand même un contexte de crise structurelle, les médias, depuis une vingtaine d'années. Et donc, c'est un mindset à découvrir, un jargon aussi. On travaille avec des journalistes, qui a un public qui a ses principes et ses objectifs, et qu'il faut comprendre, et il faut travailler avec ça. Et donc ouais, c'est un tremplin, et c'est aussi un endroit où je rencontre des personnes super, en fait. Aujourd'hui, on est tous disséminés dans différents médias. Il y en a au Parisien, il y en a au Monde, il y en a au Point. Là, tu parles des gens de l'époque de l'Express. Ouais. Et puis j'en rencontre un qui aujourd'hui est avec moi chez 20 minutes,
voilà, qui est une personne extraordinaire. Il s'appelle Jérémy. Et il m'a aidé à bâtir tout ce qu'on a bâti chez 20 minutes. Et en fait, je remercie le hasard et le destin de m'avoir fait passer chez l'Express parce que j'ai croisé sa route. Et tu vois, on dit, on pourra inventer l'histoire d'un coup de foudre professionnel, quoi. Moi, travailler avec lui, c'est un bonheur. Et je ferai C'est toi qui l'as fait venir chez 20 minutes, du coup? Ouais, alors oui. Ouais, l'anecdote, c'est vrai que moi, j'étais à l'Express. Et donc, il y a ce rachat par Altis à un moment. Et donc, quand il y a des rachats, il y a beaucoup de mouvements. Et puis, il y avait un des lead dev de mon équipe de l'Express qui avait passé un entretien chez 20 minutes parce que 20 minutes recherchait un lead dev. Et donc, bon, lui, il a refusé. Il s'est retrouvé chez Prisma finalement. Mais il nous dit voilà, sinon, au fait, 20 minutes, je cherche un CTO. Je lui dis écoute, moi, je lui envoie un petit message sur Slack. Je lui dis écoute, moi, ça m'intéresse. Il me donne les coordonnées. Je rencontre le DSI et l'ancien CTO de 20 minutes dans un café pas loin de Saint-Lazare un matin. On discute et puis quelques jours après, je rencontre le directeur général adjoint. On mange une pizza et voilà, ils ont des questions saines. Ils me disent pourquoi vous voudriez venir chez 20 minutes. Et je dis clairement parce que vous êtes meilleur que nous. Non, mais on regarde les classements des audiences, on regarde le SEO, on regarde au niveau réseaux sociaux. Voilà, 20 minutes, c'est une marque qui touche plus les jeunes que l'Express. Moi, à l'époque, j'avais un peu plus d'une trentaine d'années. Ma carrière, elle est juste au milieu. Je vais aller dans un média qui touche les jeunes. Donc voilà, je leur dis, voilà, vous êtes meilleurs que nous. Et puis j'ai envie d'avancer dans une nouvelle histoire. Et je me souviens, ce déjeuner, c'était le 13 novembre 2015. Voilà, c'est une date qui est un peu triste en France. Historiquement, voilà. Ouais. Et donc, il m'appelle après pour me dire écoute, c'est bon. On se rappelle tous où on était Oui. Ce jour-là. Ouais, c'est vrai. Alors, moi, c'était le midi et je me rappelle, ouais, on se rappelle, c'est vrai que. Et donc, Moi, c'était le dernier jour de présentiel dans ma précédente société, tu vois. Ouais, tu vois. C'était le lendemain de la fête de départ, tout ça. J'étais pas très frais. Ouais. Puis c'est là, on prend tous une claque. Le soir, on prend tous la claque, ouais. Donc, moi, effectivement. Ce jour-là, j'apprends que je vais avoir un super poste. Et puis, bon, après quelques heures, les jours suivants étaient compliqués. Mais donc voilà, et je rejoins 20 minutes. Et puis, je leur dis écoutez, moi, vous cherchez un lead dev. Moi, j'en ai un. Il est top. Non, mais franchement, j'en ai un. Il est top. Et D'ailleurs, vous l'avez déjà vu, quoi. Non, c'était un autre, c'était le deuxième. C'était le deuxième. Je croyais que c'était le même, tu vois. Non, okay. Le premier était allé chez Prisma. Mais je pensais que, tu vois, il est allé chez Prisma, que tu l'avais rappelé. Non. Lui, il a fait son aventure chez Prisma, il a très bien réussi aussi. Mais non, il dit ouais, je connais un lead dev, et en fait, il le rencontre, et puis il signe, quoi, parce que tu le rencontres, tu peux pas ne pas le prendre, en fait. Et ce qu'on se disait 3 ou 4 mois après notre arrivée, on disait finalement 20 minutes, on a fait un bon mercato parce qu'on prend un nouveau CTO, un lead dev, et voilà, et on est en 2016 et on lance une nouvelle aventure. Et en fait, moi je dis à Jérémy, justement, je lui dis écoute, moi aujourd'hui, ce qu'il y a chez 20 minutes, ça me semble pas très viable pour les années à venir. J'ai bien envie de tenter de tenter l'aventure du serverless. Voilà. Alors, on est en 2016. Pourquoi tu dis que c'est pas très viable ? C'est pourquoi ? Parce que tu es sur une architecture monolithique, tu es sur du Symfony, mais tu as du mal à monter les versions parce qu'il y a eu des développements qui facilitent pas les montées de versions. Et puis derrière, surtout, tu es sur un système de gestion de données qui s'appelle Jackrabbit, qui est un truc qui a dû être utilisé que par 20 minutes dans l'histoire. Je ne connais pas. Non, mais c'est normal. Et c'est un truc qui a un comportement incontrôlable qui te coûte... C'est quoi ? C'est du SGBDR ou c'est une JED ? C'est quoi ? Non, c'est un système de gestion... Je ne sais même pas te dire. Alors, c'était porté par Apache. C'est un système de gestion de données, mais c'est pas une base de données. C'est pas relationnel. Ok. C'est pas du JSON non plus. C'est du fichier texte, mais il y a quand même un MySQL derrière.
un truc incroyable. Je comprends pas comment on a pu imaginer un produit comme celui-là, parce que pour le faire tourner, il te faut un MySQL, 2 Tomcat, enfin, c'est un truc... et puis ça te coûte énormément, quoi. Et puis en plus, c'est un truc que personne n'utilise, donc tu n'as aucune communauté autour. Tu sais pas pourquoi, le truc, il se met des fois à s'emballer et à planter forcément le samedi à 19h, tu vois. Et, euh, et moi, les 3 premiers mois chez 20 minutes... C'est bizarre, hein. Ouais. Murphy est toujours pas loin, quoi. Bah ouais. Moi, mon téléphone, il sonne tous les week-ends, les 3 premiers mois chez 20 minutes. Donc moi Jérémy arrive, je lui dis, écoute, moi, c'est pas la vie que je veux. Donc déjà, je voudrais, pendant les 3 premières semaines où tu es là, que tu soulages la plateforme en faisant les adaptations qu'il faut. Et après, c'est là qu'on a cette discussion où je lui dis, moi, voilà, j'aimerais bien qu'on teste le serverless. On est au début, on est chez 20 minutes un média qui n'a pas beaucoup de budget. Et donc, comme beaucoup de médias, du coup, comme ce que tu disais, c'est vraiment structurellement en crise, en fait. Oui, parce que tu vois, je parle de la presse écrite. Les gens ne lisent plus le journal, le papier. Il faut se reconvertir. Ce que beaucoup ont très bien fait, ont converti les abonnements papier en abonnements numériques. Mais c'est une vraie crise. Et puis, alors, tu as des médias qui ont, entre guillemets, la chance d'avoir des actionnaires qui injectent beaucoup d'argent. D'autres, non. Par exemple, 20 minutes n'est pas dans ce cas-là. Il faut savoir faire beaucoup avec peu. Avec peu, quoi. Ouais. Et j'imagine peser... chaque choix... choisir, c'est renoncer, quoi. Si tu fais un choix, il y a un autre investissement que tu fais pas, quoi. Tu fais les bons, quoi. Oui, alors effectivement, mais tu vois, j'aurais pas cette philosophie-là, parce que ma vie aurait été un peu plus triste. Non, moi je vais paraphraser un très bon ami à moi qui m'a dit le choix que tu fais est toujours le bon au moment où tu le fais. Donc tu renonces pas forcément à quelque chose, tu choisis quelque chose. Tu vois, je vais prendre plus positif. Voilà, le côté positif. Mais effectivement, quand tu parles avec des solutions externes et ils viennent te dire, la facture, ça serait ça, et tu dis, moi, je peux vous donner 10%. Voilà. Donc là, tu fais des choix, et donc les premiers choix, ils se font sur la technique. Tu vois, tu prends le serverless où la promesse, c'était de diviser tes coûts par 10. Voilà. Dans le recrutement aussi, tu vas aller chercher des juniors, parce que forcément, ça coûte un peu moins cher. En gros, le président de 20 minutes à l'époque disait si c'est une Rolls-Royce, c'est pas pour nous. Et je pense qu'on l'applique très bien, en fait. On s'est très bien débrouillé et on arrive à être, en termes d'audience, dans les médias, on rivalise avec les plus grands, avec pas grand-chose finalement. Et ça, c'est un travail qui est collégial. Hein. C'est pas juste le CTO, c'est toute l'équipe qui est dans ce mindset. Ça se joue au recrutement déjà ? Oui, alors le recrutement, ce qui est bien dans le fait de prendre des juniors, c'est que tu prends des gens que tu vas un peu pouvoir façonner. Ils sont tout frais sur le monde du travail, ils n'ont pas pris de mauvaises ou de bonnes habitudes d'ailleurs. Tu peux leur donner tes habitudes. Je pense sincèrement que 20 minutes, c'est un très bon tremplin. On le voit, hein, que ce soit chez nous à la tech, chez les commerciaux ou à la rédac. Ils démarrent là, et puis tu en as pas mal qui se sont retrouvés directeurs de rédaction dans d'autres médias pas mal d'années plus tard. Donc c'est un vrai bon tremplin. Moi, dans mon cas, je cherche des jeunes, déjà parce que c'est bien d'être entouré de jeunes, ça nous fait oublier qu'on vieillit. et puis non, tu peux un peu les façonner, tu peux leur montrer ce que c'est ta philosophie et les amener vers ça. Et t'es sûr que tu auras une meilleure adhésion, en fait, que voilà, prendre un senior qui a peut-être ses idées, ses a priori. Voilà, c'est un peu plus facile avec les juniors, et puis ça rentre dans l'enveloppe budgétaire aussi. Et aujourd'hui, en fait, ce qui est super, c'est que, tu vois, je te dis ça aujourd'hui, ça fait 8 ans que je suis chez 20 minutes. Il y a des gens qui sont là depuis 8 ans, depuis 7 ans. On a un turnover qui est quasiment inexistant. Ouais. J'ai moins d'une démission par an. Donc, sur une taille d'équipe de... Là, tu as une douzaine de personnes dans l'équipe. Je parle de l'équipe technique. Hein. Tu as une douzaine de personnes. J'ai moins d'une démission par an. Et moi, je trouve ça très correct. En fait. Bon, c'est faible, effectivement. Ouais. Et parce que les gens sont bien. Ils sont bien parce que ce qu'on fait, c'est cool.
Ils sont bien parce qu'on s'entend bien. Voilà. Et puis parce que globalement, 20 minutes, c'est cool, en fait. Et 20 minutes, c'est cool. Et est-ce que les gens sont bien parce que tu essaies de créer les conditions. Enfin, il y a 20 minutes, c'est cool, mais il y a aussi les conditions concrètes, non? Oui, en fait, on l'a tous été. Moi, j'ai été développeur avant et je sais ce qui était pénible. Je sais ce que j'aimais pas chez un manager. Et Après, on n'est pas tous pareils. non, c'est vrai, c'est vrai. Alors, c'est quoi le dénominateur commun de ce qui est pénible et de ce qu'on n'aime pas chez un manager? Le truc, moi, qui était horrible, c'est quand tu as un manager qui te demandait de faire quelque chose. Il était stressé parce qu'il fallait que tu le fasses vite et il restait assis à côté de toi pendant que tu codais. Tu vois, ça, c'est le genre de truc. Moi, je m'étais dit, le jour où je serai manager, mais jamais de ma vie, je le ferai. Et je l'ai jamais fait. Tu vois, c'est des petits détails que tu as dans le quotidien qui peuvent générer un peu de la frustration ou de la tension. Mais en fait, en vrai, quand je te disais tout à l'heure que je voulais plus que du développement, moi, c'est ce contact avec l'humain. Et en fait, je considère que mon rôle, moi, finalement, c'est de prendre des gens, de les aider à, bien sûr, faire avancer 20 minutes, parce qu'on est là pour ça, mais aussi, eux, avancer dans leur vie. Et si un jour, il y en a un qui me donne sa démission, alors que ça fait des années qu'il est là et qu'on a fait plein de choses ensemble, je serais très triste, mais je considérais que c'est sûrement le bon choix parce qu'il est à un moment de sa vie où il faut qu'il avance. Et c'est un peu la difficulté du manager, je trouve, de prendre des gens, de les aider à progresser et puis de les voir partir. Et ça, c'est ce que je voulais faire. Finalement, sans être prof, je fais comme ma mère, je suis prof, mais pas dans une école, quoi. Ok, c'est joliment dit, quoi. Mm. Et tu parlais de choix fort tout à l'heure, serverless. 2016, effectivement, plutôt précurseur, hein, si on se remet dans l'époque. Ouais. C'est quoi les difficultés que vous avez vues sur ce chantier? Vous êtes pris des murs, c'est un succès, vous en êtes où? Est-ce qu'il y a eu d'autres chantiers? Ça fait beaucoup de questions. Ouais, je vais commencer dans l'ordre, chronologiquement. Par la première. Ouais, effectivement, à l'époque, le problème, c'est que tu as très peu de communautés autour de serverless à l'époque. Tu as AWS qui propose Lambda, et puis c'est à peu près tout à l'époque, je crois. Je veux pas me mettre à dos les autres, mais il me semble que c'est ça. Et on est un peu tout seul. Et donc, on n'a aucun exemple, aucune inspiration. En fait, finalement, c'est nous qui allons faire. Et en fait, j'ai discuté une fois avec quelqu'un qui me disait vous avez essuyé les plâtres pour les autres, quoi. Et on s'est pris. Vous avez été accompagné par AWS, du coup, dans ce choix-là et dans ce projet-là? Oui. Alors, c'est vrai que Ils sont souvent assez forts pour, Ouais, pour accompagner, quoi, sur ce type de... Ouais, ils sont vraiment dédiés à leurs clients, hein. Ils ont leur customer obsession, comme ils disent. Ouais. Ouais, très bien accompagnés, vraiment. J'ai grandement remercié les personnes qui nous avaient mis le pied à l'étrier ou qui au moins nous avaient aidé à tenir en selle, quoi. Parce que tu vois, on fait ce choix-là qui est très compliqué, on se plante beaucoup, on fait des mauvais choix qui sont hérités de nos anciennes habitudes techniques, en fait, alors que là on est dans un nouveau monde. Et à côté de ça, il faut aussi tenir la tête devant la direction, quoi. Tu vois, qui te dit mais tu vas où, vous faites quoi, nous on a un business à faire tourner, qu'est-ce qu'on fait, quoi. Et il faut les rassurer, il faut qu'ils te croient, il faut qu'ils croient en toi, tu vois. Et moi je suis pas ultra charismatique, donc il faut que je vende mon projet à la direction quasiment toutes les semaines pour que ça tienne. Et j'ai eu la chance qu'ils nous fassent confiance, une confiance aveugle. Et voilà. Et donc la fin de l'histoire, c'est que depuis février, on est 100% serverless. C'est-à-dire que toute la couche des services numériques, que ce soit les outils éditoriaux pour la rédac, le site, les API, la partie newsletter, enfin tout est complètement serverless, quoi. Il n'y a pas une seule machine qui tourne en permanence. C'est une architecture qui est event-driven. Tout est déclenché par des événements. Tout se lance au besoin. Voilà, c'est ça aujourd'hui à 20 minutes. 8 ans. 8 ans. Ouais, 8 ans. Quand on y réfléchit, ça fait un bout. Mais un choix qui a tenu dans la durée, quoi. Oui, parce que zéro turnover, quasiment, sur les piliers de ce projet. Parce qu'on a su garder cette confiance chez 20 minutes. Et en fait, on
on avait la confiance de la direction, on avait aussi la confiance, je crois, de la rédaction. Et c'est important, parce qu'ils ont un poids important dans un média. On leur a sorti un back-office éditorial qui a été pensé avec eux et pour eux. Et donc, ils sont plus enclins à tolérer les bugs qu'on peut introduire, parce qu'on en a introduit pas mal sur ces 8 années. Mais oui... pas de code, pas de bug. Hein. Non, exactement. Il n'y a que ceux qui font rien, qui plantent pas leurs applis. C'est exactement ce que je me tue à dire à notre directeur marketing. Mais lui qui est très, très tolérant aussi. Mais voilà, en 8 années... voilà, la vie est un long fleuve tranquille, je ne sais pas, dans le cas du développement d'une application, mais beaucoup d'émotions positives, négatives, et finalement à la fin on y arrive, et le jour où on a basculé la dernière page qui était la home du site en fait, on s'en est même pas rendu compte, on s'est même pas dit bon ben ça y est, on l'a fait, parce que et puis et vous n'avez pas fêté? Alors on a peut-être bu quelques bières, mais pas tout de suite. En fait, sur le moment... Alors, le truc, c'est qu'en fait, on avait planifié la bascule un mardi, et il se trouve que le hasard, le lundi, l'ancien site plante. Ça n'arrive jamais. Il a dû le sentir. Et donc on a anticipé d'un jour. Donc, un peu dans l'adrénaline, on a basculé, et on n'a pas réalisé ce qu'on venait de faire, en fait. Et il a fallu quelques jours, quelques semaines. Moi, j'ai fait mon unique post LinkedIn sur le sujet, je crois, 3 semaines après, pour réaliser et verbaliser ce qu'on venait de faire, en fait, et où on en était. Et puis, il y a eu un peu le moment où ça retombe, quoi. L'émotion retombe, et tu te dis quand même, on a fait tout ça, on est ensemble, on a fait tout ça, et on y est. Et puis, la question suivante, c'est maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Je vais être amené à te la poser, du coup. Bah. Juste avant que le maintenant, qu'est-ce que tu fais ? Juste, est-ce que... bon, j'imagine le serverless, il y a une dimension coût dans ce choix aussi. Ouais, oui. Est-ce que... Oui, j'imagine c'est pour ça que le projet est aussi soutenu, que c'est vendu et puis que ça tient dans la durée. Aujourd'hui, tu arriverais à estimer le gain entre ancienne infra, ancienne archi et aujourd'hui ça vous permet de gagner quoi ? Oui, je pense qu'on va économiser 30 à 40% de coûts d'infra. Je dis on va parce que le truc là où il faut faire attention, c'est que tu es sur du serverless, sur du cloud public. Si tu paramètres mal un truc, ça peut décoller, ça peut s'envoler, quoi. Donc là, on est encore dans une phase de réglage. Autant sur le back-office, l'API, on est rodé, ça fait plusieurs années qu'on a basculé, mais sur le site, c'est tout nouveau. On a un parti pris qui est beaucoup basé sur la pré-génération des pages. Et du coup, on a eu peut-être quelques loupés au niveau des coûts. Donc voilà, sur les premières semaines, nos courbes FinOps ont peut-être un petit peu fait le yo-yo, mais... dans l'équipe, tu as un FinOps dédié à ça ou tout le monde est... Tout le monde est formé, attentif, doit suggérer des choses. Tout le monde. En fait, moi, le parti pris que j'ai eu il y a quelques années, c'est d'objectiver les développeurs sur le coût de la plateforme. Ah ouais. Donc, ils avaient un objectif annuel qui était commun. C'était le coût du service lambda cette année ne doit pas dépasser X dollars. Voilà. Et en fait, à partir du moment où tu les objectives... Ouais, mais enfin, s'il est beaucoup appelé, c'est une bonne nouvelle. Et donc, du coup, il coûte plus. Après, je suis un manager gentil. Je veux dire, si on met en corrélation avec les audiences, mais je pense qu'aujourd'hui, tu peux maîtriser tes coûts. Et l'avantage du serverless, c'est qu'en général, si ton code il est rapide, ça coûte moins cher puisque tu es facturé au temps. Au temps d'exécution fois la mémoire, quoi. Mais donc voilà, moi plus c'est rapide, plus c'est bon pour nous. Et donc ils ont été au début objectivés là-dessus, et puis c'est rentré dans leurs habitudes. Et donc eux-mêmes aujourd'hui vont vérifier, ils lancent un nouveau service et ils vont vérifier combien ça coûte. On a un wall of shame où on peut mettre on peut mettre une petite case en face du nom de la personne qui a peut-être explosé le coût sur un service ou ce genre de choses. Ça se fait à la rigolade, hein, mais et voilà. Donc finalement le FinOps... Oui, c'est pas du pointage, quoi. C'est
Non. C'est rigolo, quoi. Voilà, c'est rigolo. Et je te dirais, J'imagine que tout le monde a sa petite croix quelque part. tout le monde, et même les meilleurs de l'équipe. Moi, je donnerai pas de nom, mais une fois, j'arrive je sors de réunion, j'arrive dans l'open space, il y en a un qui me dit bon, j'ai un truc à te dire. J'ai planté une base de prod, on a tout perdu. Tu vois, et ça, c'est même les meilleurs dans l'équipe. Mais après, ces gens-là, ils prennent le temps de tout récupérer et de tout réparer. Et c'est pareil pour le coût. Il y en a un, je regarde, c'est bizarre, il y a un service qui nous coûte 20 € par jour depuis la semaine dernière. Qu'est-ce que c'est ? Et il avait lancé un truc et monsieur s'était mis 2 fois plus de mémoire qu'il en avait besoin parce qu'il avait envie que ça aille vite, quoi. Et en fait, il n'avait pas travaillé l'équilibre entre la mémoire et l'utilisation du processeur. Et donc, voilà, je vais le voir, on en discute, et il a son petit bâton sur le Wall of Shame, parce que 20 € par jour à la fin du mois, c'est pas anecdotique pour 20 minutes. Mais ça se fait dans une bonne ambiance, et tout le monde s'entend très bien. Et tu vois, cette logique FinOps, en fait, elle est je dirais, native dans nos devs. Elle est native au même titre que on n'a pas de poste d'Ops. Nous, notre infra est codée par les devs, donc un développeur, quand il va faire une nouvelle application, il va coder l'infra qui va avec. Ok, Voilà. c'est vraiment du DevOps au sens développeur plus Ops, quoi. C'est ça, voilà. Ok. Alors, on a juste, nous, la cloison entre dev front et dev back, parce que je considère encore aujourd'hui que le dev front, c'est un métier à part entière, et je préfère avoir des experts, surtout nous, où on a des enjeux de web performance et de SEO. Il faut que le front, ce soit des gens qui soient consacrés à 100% dessus. Donc on n'a pas de full stack chez nous. Mais voilà. La stack, du coup, t'es resté sur côté back, t'es resté sur du PHP ou stack PHP, ou t'es passé sur autre chose? Non, bah, au départ, de toute façon, c'était Python ou Node.js. Ah, c'était Python. Donc T'as pas parlé de Symfony tout à l'heure? Alors, non, je veux dire, 20 minutes, c'était du Symfony avant, Ouais. mais je veux dire, Lambda, au départ, c'est ok. Node.js ou C'est Python. Node, ouais. Nous, on prend Node. Jérémy, donc notre VP Engineering, lui, qui était un passionné de PHP, il m'a toujours tanné pour faire tourner PHP dans Lambda, ce qu'il a réussi à faire sur une appli. Parce que je lui ai dit, bon, allez, vas-y, fais-le, parce que, voilà. Mais non, on est parti sur Node déjà, parce que entre Node et Python, bon, moi j'avais une petite préférence, donc on a pris le JS. Et puis il y avait aussi un choix stratégique RH. Tu attires plus les talents aujourd'hui avec du JS qu'avec du Python dans nos métiers à nous. Tu vois, le Python, je pense que tu vas attirer des gens qui vont plus être sur de la data, mais nous, des gens qui sont plus sur de l'API, des infras, des architectures web, de publication, etc. Le JS a un petit peu plus sa place aujourd'hui, et donc il y a cet aspect-là aussi, quoi. Donc aujourd'hui, vous êtes très Node et React Front? Ouais, alors Node, React Front, React Server, Ok. voilà. Et puis on a un truc en PHP qui tourne dans une lambda. Voilà, pour Qui faire était un plaisir. challenge personnel. Ouais, il voulait, hein, vraiment. Il dit, je suis sûr que je peux le faire. Et alors, aujourd'hui, c'est très facile de le faire. Hein. Il y a des frameworks qui le permettent, mais voilà, j'ai cédé là-dessus. Et puis ça marche bien en plus. C'est ce qui compte. Oui. Puis il est heureux. Non, mais il a fait. Voilà, moi, ma philosophie, moi, je ne code plus. Tu vois, je leur dis, vous êtes meilleurs que moi. Techniquement, vous êtes meilleurs que moi. Moi, je vous donne ma philosophie, je vous dis où je veux aller, quels sont les grands principes de ce qu'on va faire. Mais après, l'application, c'est vous. Maintenant, restez cohérents. Donc, on va pas avoir du Node, du PHP, du Python, du Go, etc. On reste dans un écosystème qui est cohérent pour des raisons de dépendance, de sécurité, de maîtrise du code. Après, je sais très bien que chez eux, quand ils veulent se faire plaisir, ils codent un petit truc dans un autre langage. Mais lui, là, il insistait vraiment pour le PHP, donc je lui ai dit, bon, Allez, allez. feu, quoi. Ouais, voilà. Ok. Et bah, du coup, maintenant, on peut passer à. Et on fait quoi maintenant? C'est une bonne question, je me la posais encore ce matin. Voilà, en fait, voilà, le sujet qui anime le monde de la tech, c'est l'IA, hein, depuis 1 an et demi. voilà, depuis que 2 ChatGPT a fait le marketing pour tous les autres, en fait. Nous, on a démarré alors avec l'IA un petit peu avant. On a démarré pendant le Covid, je crois. Et puis, on a passé la
la seconde ou la troisième à la fin du premier semestre 2023. Moi, ma philosophie là-dessus, et c'est important hein, que les gens l'entendent, les gens ont peur de l'IA aujourd'hui. Quand tu dis les gens, de manière générale, dans beaucoup de parce métiers. qu'il y a une peur, enfin une fascination sur les possibilités, l'évolution, la rapidité, ce que ça peut amener, quoi. Voilà, alors il y a la culture populaire aussi qui aide pas. On a beaucoup de films qui montrent où peuvent nous mener l'IA. Je regardais Terminator hier, tu vois, par exemple. Donc voilà, c'est pas le bon biais de l'histoire. Mais non, je pense que professionnellement, les gens... l'IA, c'est un changement structurel du travail et ça va amener des nouveaux métiers, ça va changer certains métiers. Nous, dans les médias, il y a un vrai sujet et nous, la conviction de 20 minutes, c'est qu'une IA, un algorithme ne remplacera jamais un être humain. Nous, aujourd'hui, ce qui fait la force de 20 minutes, c'est sa rédaction. Il y a la technique. Nous, on fait des trucs super à la technique, mais on peut avoir une super coquille pour produire. Si tu n'as pas les journalistes qui écrivent des trucs sympas, ça sert à rien. Et nous, on a une super rédaction qui est jeune. Franchement, on a des rédac chefs. Ils ont fait des trucs sur la crypto. C'est assez dingue ce qu'ils font. Et eux, en fait, moi, je considère que l'IA, ça doit venir les aider. Donc, nous, notre idée, c'est que l'IA, elle doit permettre de créer un journaliste augmenté. C'est-à-dire que le journaliste, pour moi, il est bon dans un travail d'analyse, d'écriture, de restitution, de discussion. Et on peut le soulager de choses, de tâches rébarbatives qu'on peut automatiser. Voilà, on va lui suggérer des tags, on va lui suggérer des liens, on va lui suggérer des résumés. Voilà. Mais le travail de production pour avoir cette information qu'on a chez 20 minutes qui est non partisane et qui est vérifiée, c'est essentiel dans le contexte aujourd'hui d'avoir des infos vérifiées. C'est important d'avoir des journalistes pour le faire, quoi. Et donc, nous, l'IA, elle vient accompagner ça. On travaille avec la rédaction pour le faire. Et ils sont très contents de ce qu'on leur a proposé. Et puis, d'un autre côté, on a de l'IA aussi côté business. Parce qu'on a un modèle économique qui est basé sur la pub. Et donc, on travaille aussi sur cet aspect-là pour aider nos équipes commerciales à on va dire, améliorer leur taux de conversion, quoi, sur cette partie-là. C'est quoi Enfin, je sais pas si on peut rentrer dans le détail des choses que vous avez mises en place. Le use case. Un use case, voilà, qui est public. Voilà, nous, on vit principalement de la pub en ligne. Et il y a cette histoire de brand safety, où en gros, tu as Coca-Cola qui veut pas être associé à un article sur la guerre en Ukraine, et je les comprends. Et donc, tu as une notation qui est globale sur ton site. Et nous, malheureusement, il y a quand même une grosse partie de nos contenus qui sont pas rigolos en ce moment. Et qui l'étaient pas non plus pendant le Covid, d'ailleurs. Il y a souvent pas que du contenu rigolo, quoi. Voilà. Ouais. Donc autant dans le sport, ça marche bien. Mais tu vois... et du coup, nous, voilà, on utilise de l'IA pour analyser les contenus, en détecter le sentiment, et on va rapprocher ça de nomenclatures qui permettent de détecter la brand safety. Et donc, directement sur nos articles, on est capable de dire à telle ou telle marque, tel annonceur, telle marque, bah, écoute, là, c'est safe. Tu peux y aller. Tu peux afficher ton truc, quoi. Alors, il y a plus d'intermédiaires. C'est un peu plus compliqué, mais je résume. Et ça, c'est que le début. On expérimente ça. Et je pense que voilà, j'ai eu un échange avec la direction commerciale la semaine dernière. Ils ont plein d'idées. Et alors, je ne les partagerai pas là parce que c'est du secret industriel. Mais ils ont plein d'idées. Et c'est super d'avoir des gens qui ont plein d'idées. Parce que nous, on a plein de choses pour faire, pour mettre en vie leurs idées, quoi. Va falloir faire les bons choix. Le meilleur choix du moment, quoi. Voilà. Après, la chance que j'ai, c'est que je suis pas le seul à faire le choix, mais parce que il y a aussi des choix stratégiques qui engagent la direction. Mais oui, on va faire les bons choix. Et donc c'est ça l'avenir, c'est l'IA. Et puis, bon, en tant que média, on a une année qui est chargée. Il y a une élection, il y a des JO, il y a un Euro. Voilà, il y a des projets éditoriaux qui sont intéressants aussi cette année, quoi. Et en termes d'IA, du coup, en termes de stack, de techno, vous avez expérimenté enfin voilà, vous êtes parti sur quoi? On a désolé,
Un petit chat dans la gorge. Ouais, à croire que j'étais à un concert de Patrick Bruel cette semaine, mais pas du tout. Non, donc nous, on a travaillé avec Amazon et Amazon Bedrock. On a testé différents modèles. Donc je vais te citer Claude, Llama, voilà, les modèles les plus connus. Et puis on a la chance de faire partie d'un groupe. On appartient donc pour 50% à Ouest France et 50% à Russell. Et Ouest France, ils sont très très bons en IA. Mais vraiment, on n'en parle pas assez. C'est une super boîte, Ouest France. Il y a des gens super et voilà, on discute avec eux toutes les semaines. Et on a beaucoup de synergie. Et en termes d'IA, ils ont développé un truc super et on va s'appuyer sur ce qu'ils ont fait pour aller plus vite en fait. Il y a beaucoup de projets que eux développent, que vous utilisez et vice-versa. Alors, il y a plusieurs cas. Oui, en fait, déjà nous, le back-office édito qu'on a développé, ils l'ont adopté. Donc ils utilisent aujourd'hui, Ouest France utilise le même outil qui est utilisé par la rédaction de 20 minutes. De CMS, du coup. Voilà, ouais, donc, qui s'appelle Storm. Eux, ils l'ont pris sur un périmètre qui concerne les lives. Mais voilà, et ça, c'est une vraie réussite parce que c'est un projet de synergie. Il y avait une deadline, on a tenu la deadline, on était même en avance. Notez-le, dans le métier, c'est rare. Et voilà, aujourd'hui, ils utilisent Storm et nous, on utilise aussi certains de leurs outils. Alors on utilise des outils pour la partie RGPD. Voilà, il y a des sujets de contribution, etc. Et il y a ce qu'ils ont fait sur l'IA et on va s'appuyer dessus parce que vraiment, hein, j'insiste, ce qu'ils ont fait, c'est une grande qualité. Et c'est marrant parce que on n'en parle pas tant que ça en fait. Donc moi, je veux leur rendre hommage parce qu'ils ont des super équipes sur place qui font des trucs vraiment, vraiment très bien. Ok, je pense que le message est bien passé. J'espère. Et c'est une nécessité, l'innovation, c'est un mindset, c'est dans le secteur ou chez 20 minutes. Je pense que, alors je vais paraphraser quelqu'un qui est un de nos actionnaires qui disait c'est marrant, dans les médias, on innove constamment. Alors est-ce que c'est le fait qu'on soit dans un secteur en crise qui nous pousse à innover? Je ne sais pas, sûrement. Mais oui, c'est une nécessité parce qu'il faut survivre. Et il faut voir, voilà, on a vécu pendant des années très bien. Maintenant, le monde change. Et il faut assurer son avenir. Et assurer son avenir, c'est pas regarder ce que font les autres, c'est avancer. Voilà. Et je pense que c'est comme ça qu'on travaille, nous. On regarde pas à droite ou à gauche. On regarde pas nos confrères. On fait notre chemin et on fait nos choix. Et donc nos choix, c'est forcément d'inventer des choses toutes neuves. Et puis tu galvanises un peu ton équipe quoi, à faire des trucs nouveaux. Moi, je sais pas, mon équipe, voilà, ça fait 8 ans qu'ils font du serverless. Pour eux, c'est la routine. C'est ça qu'il faut se dire, c'est que quand on parle à d'autres gens qui n'en font pas, c'est un monde différent, mais pour nous, c'est la routine. Donc, quand je leur dis, ben voilà, maintenant, c'est l'IA, maintenant, c'est ça, ça les motive aussi. Et donc t'innoves. On a la chance en France d'avoir des vrais programmes gouvernementaux qui soutiennent ce type d'innovation. Voilà, des programmes de subvention ou des programmes fiscaux. Et c'est très bien, il faut le dire, hein, on est dans un pays qui supporte beaucoup l'innovation. Et alors c'est sûr que nous, on ne va pas trouver un traitement contre le cancer, mais on fait un petit peu évoluer l'état de l'art à notre niveau, quoi. Et donc voilà, quand je le dis là, quand je le verbalise, je me dis, c'est pas mal finalement ce qu'on fait. Et c'est pas mal. J'ai une autre question, c'est par rapport à ce que tu disais avec les synergies Ouest France, tout ça. Est-ce que les choix, tu parlais de choix Node, React Server, est-ce que vous vous coordonnez entre différents... est-ce que vous êtes un peu coordonnés pour homogénéiser certains choix, pour faciliter justement l'intégration de choses, d'API que eux vont faire pour leurs propres besoins que vous allez réutiliser, ou chacun fait quand même un peu son chemin? Alors chacun fait son chemin. Il faut savoir qu'on parle de deux groupes qui ont des DSI qui sont 10 fois ou 20 fois supérieurs à celles de 20 minutes. Ah oui, Ouest France, ils sont 200. Oui, ils sont 200. Ouais. Ok. Donc voilà, et puis ces 200, ils gèrent des rotatives aussi. Tu vois, il faut aussi... c'est un média qui est un média historique. Il y a tout un héritage à porter.
Ils sont pas lancés dans l'IT il y a 4 ans, donc voilà, eux, ils ont hérité aussi de choix et ils les maintiennent et c'est cohérent. En fait, c'est cohérent aussi avec l'écosystème technique qu'il y a à Rennes, par exemple, là où ils sont. Rossel, c'est un petit peu pareil. Donc, non, on ne se coordonne pas là-dessus. Maintenant, j'estime que nous, on fait des choix qui sont dans l'air du temps. Et donc, eux, pour les nouveaux projets, font à peu près les mêmes. Et c'est pour ça que Storm a marché chez eux aussi, parce qu'ils avaient les équipes qui étaient capables de maintenir. En fait, on est en co-construction maintenant sur l'outil. Donc, mais non, nous, on va plus se concerter sur des synergies, sur des produits, sur des sujets de notre secteur d'activité, voilà, le SEO, etc. etc. Je te cache pas que le RGPD, c'est un sujet qui anime beaucoup de nos réunions aussi, hein, parce que ça implique beaucoup les médias. Mais non, techniquement, nous, 20 minutes, on a toujours gardé notre indépendance. Et en fait, je pense qu'ils nous l'ont laissé parce qu'ils ont vu qu'on se débrouillait bien. Et même si on était en retard sur tous nos projets, on n'a pas on n'a pas cassé la banque ou on n'a pas planté la boîte, quoi. C'est... Et oui, ça tient. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais rajouter de nos chantiers autres sur 20 minutes? Bah, c'est vrai qu'on parle beaucoup de cette partie-là, donc CMS, site, puis tu vois, côté data, on est aussi serverless. Et ça, faut le noter. On a vraiment diffusé cette idéologie. Ça apporte des contraintes d'être serverless côté data Alors déjà, supplémentaires? déjà, autant tu vois, sur la partie appli, etc., on est chez AWS. Pour la data, on est chez GCP. Donc t'as pas les mêmes services, t'as pas la même approche de liaison entre les services. Et puis sur un projet data, t'es pas dans la même philosophie, t'es sur des gros flux, des gros transferts de fichiers, etc. Donc tu dois repenser ton idéologie serverless pour que ça colle avec le modèle, en fait. Et on a réussi. Tu peux rentrer dans le détail de ce que ça change dans l'idéologie serverless, justement? En fait, comme je te disais, le serverless, tu payes autant d'exécution. Ouais. Des fois, tu peux te dire que sur un gros fichier qui est traité, le temps d'exécution est plus rentable sur une machine avec un Python qui tourne classique, quoi. Mais nous, on veut pas de machine. On veut pas de VM, on veut rien. Donc comment on se débrouille? Et en fait, la personne qui bosse sur la data, elle a fait un super travail et elle a divisé la facture par 10 l'année dernière. Parce que il a réussi à concilier le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire, je traite un gros volume de données, mais j'arrive à cadencer le truc, j'arrive à faire en sorte que ça s'exécute vite ou par petits bouts. Voilà. Parce que finalement, le serverless, ça coûte cher quand ton truc est long et ça dure longtemps. Donc lui, il a saucissonné l'histoire, en fait, et il découpe ses imports pour faire des petites exécutions, et en fait, c'est radical, ça a super bien marché. Ça va super vite. Ouais. Ok. Eh ben écoute, on arrive tout doucement vers la fin vers les questions un petit peu finales et classiques que tu connais, hein. Oui. Ouais. J'ai écouté quelques épisodes. Bah du coup, tu ne seras pas surpris par la question sur le mantra, l'expression, le proverbe qui t'accompagne? Ouais. Et si tu en as plusieurs, t'hésites pas, hein. On peut en avoir plusieurs, mais j'en ai un vrai. Moi, ma phrase, c'est il n'y a pas d'improvisation, il n'y a que des gens bien préparés. Et cette phrase, elle me suit dans ma vie, mais pour tout. C'est-à-dire que tu vois, je suis un passionné de golf, il n'y a pas d'improvisation, mon parcours, il est préparé la veille. Voilà. Et en fait... à quel niveau en golf? En fait, je fais la reconnaissance du parcours, je prépare mon plan de jeu, en fait. Voilà, là, je vais jouer tel club. Si jamais je rate mon coup, parce que je sais comment je rate, et ça m'arrive souvent, je sais comment je me sauve derrière. Voilà. Si jamais j'ai un craquage mental, ce qui arrive dans le golf, hein, souvent, je sais qu'à ce moment-là, je mange. Voilà, tu te prépares. Ah ouais. Voilà. Mais t'as quel niveau? Moi, je suis à un niveau intermédiaire. T'es bogey player ou t'es... bogey un petit peu plus des fois. Ouais. Ça dépend des conditions météo, on va dire. Voilà. Mais voilà, je suis intermédiaire. Ça fait un peu plus de 10 ans que j'en fais. Pas assez, à mon goût. Voilà. C'est un sport qui
de répétition Ouais, aussi. Hein. voilà. Ouais. Ouais. Et donc voilà, voilà. Donc pas d'improvisation. Et en fait, cette phrase-là, alors il va dire, il ramène-toi sa mère, mais euh, j'étais petit, j'avais 7 ou 8 ans, et je sais pas, à la télé, il y avait un documentaire sur un théâtre d'impro, et ma mère me dit, dans la vie, il n'y a pas d'improvisation, il n'y a que des gens bien préparés. Voilà. Et cette phrase, elle s'imprime dans ton cerveau, et en fait, quand tu as 7 ans, tu n'as pas le contexte. T'entends un truc, tu le prends mot pour mot, et en fait, ce qu'on dit souvent, c'est que les enfants, en fait, la façon dont tu leur parles, c'est la manière dont ils vont réfléchir plus tard. En fait, ils se construisent comme ça. Et donc cette phrase, elle me suit, elle m'a fait du mal, hein. Parce que, imagine, pas d'improvisation toujours bien préparée, t'imagines tout ce que tu dois préparer dans ta vie en permanence. Mais voilà, Mais ça t'a suivi pour le coup, ouais. Ça m'a suivi, et en fait j'en parle aujourd'hui parce que j'en ai souffert, et aujourd'hui en fait je l'aime, cette phrase. Voilà. Et pour remettre le contexte, en fait, quand j'en ai reparlé à ma mère il y a 2 ans, elle m'a dit non, mais moi je voulais te dire, quand t'es enseignant et que t'as des enfants, t'improvises pas, t'es bien préparé. Voilà, c'est ça qu'elle voulait me dire. Et donc voilà, moi je dis merde. Voilà, j'ai passé 35 ans avec un truc dans la tête. Mais voilà, j'ai travaillé, hein, j'ai vu des spécialistes pour me soulager de cette partie-là. Et aujourd'hui, je suis à l'aise avec. Et finalement, je trouve que c'est pas mal de toujours bien se préparer. Ok. Mais est-ce que tu as d'autres choses qui t'ont suivi? D'autres phrases? Non. Celle-là, je pense elle est bien forte. Ouais, elle est vraiment essentielle. Ok. Est-ce que tu as un surnom ou Alors, le surnom que te donne ta maman, peut-être? Alors celui-là, tu vas le garder? Je m'y attendais, je le donnerai pas parce que c'est un peu la honte. Mais non, je pense que j'ai un nom de famille qui prête au surnom. Je crois savoir que chez 20 minutes, on me surnommerait ACDC. Rapport au fait qu'on a un groupe de musique et que je suis le guitariste du groupe. Donc voilà, un groupe de musique avec à la batterie, t'as un dev front, au clavier, t'as un dev back, t'avais l'ancien DSI qui était à la trompette, il y a un autre dev à la trompette. Voilà, et donc je pense qu'il y a ce petit truc par rapport à mes initiales et par rapport à ma guitare électrique. Non, en vrai, ça va être un peu le moment guimauve, mais le vrai surnom qui me plaît aujourd'hui, c'est Papa, en fait. Ça fait quelques mois que je l'entends, et en fait, et je l'entends des fois 20 fois d'affilée. Hein, voilà. Et en fait, celui-là, alors je veux pas qu'on m'appelle Papa au travail, mais celui-là, c'est... Il te fait plaisir, ouais, celui-là. Vraiment, et j'imaginais pas. Et aujourd'hui, en fait, chaque fois que je l'entends, c'est... Premier enfant, alors. Ouais. Et donc, 1 an et demi? Ouais, presque 1 an et demi, une petite Ouais. fille, et qui est forcément extraordinaire, parce que... voilà. Et qui est capable de dire papa 20 fois en 70 Ah, secondes. ouais. Oui, et puis en me regardant dans les yeux, quoi. Mais non, ouais, et voilà, ça c'est le surnom qui compte le plus, et en fait, ça c'est juste pour dire que, ok, il y a le côté CTO, il y a le côté networking, le côté IT, infra, architecture, FinOps, tout ça, mais il y a aussi le côté où quand t'es à la maison, t'es juste un papa, en fait. Voilà, t'es pas un CTO de 20 minutes, t'es juste un papa, et ça, je trouve que c'est cool, quoi. Est-ce que tu lui répéteras la phrase qui t'accompagne? Je fais attention de ne pas le faire. Ouais. Et du coup, en sachant que ce qu'on dit, ça s'imprime. T'en diras peut-être d'autres, hein, du oui. coup. Qui n'auront pas d'importance pour toi, quoi. Voilà, et c'est ça le pire. Non, ce que j'essaie de lui dire, c'est ne fais pas aux autres ce que tu veux pas qu'on te fasse. Je pense qu'à partir de là, si tu t'appliques cette règle dans la vie, tu t'en sors. Ça part pas mal. Ouais, voilà. Ok. Est-ce que y a est-ce que tu aurais envie de donner un titre à cet épisode? Oui, alors je suis pas très bon pour les titres. J'aurais bien besoin d'une IA ou d'un journaliste, mais en fait, moi je me disais l'humain d'abord, parce que je te disais tout à l'heure que je me suis éloigné du code pour être avec l'humain. Et ce qui me plaît dans mon rôle de CTO, c'est d'être avec ces gens, en fait. Et principalement ceux qui achètent 20 minutes, par exemple. Et donc l'humain d'abord, parce que moi, ce qui me pilote aujourd'hui, c'est de me dire, si tu es bien dans ta vie privée, tu seras bien dans ta vie pro. Et donc, il faut être compréhensif. Tu peux avoir un dev, des fois, qui va être en retard, ou qui va livrer des bugs. Et toi, tu vas dire...
qu'est-ce qui se passe? C'est pas bien. Enfin, tu vas avoir des mauvaises remarques. Il faut juste prendre du recul et te dire peut-être que c'est plus grave que ça, c'est peut-être plus large, il y a peut-être des choses dont ils nous parlent pas. Et je pense que en tant que CTO, avant tout, on est un manager et on doit être capable de déceler ça et d'être à l'écoute. Et donc moi, je suis content quand mon équipe est contente et je suis content quand leur vie est facile en fait. Voilà. Donc l'humain d'abord parce qu'il passe avant le code et il passe même avant 20 minutes finalement. C'est un bel hommage que tu leur rends. Moi, je t'aurais proposé autre chose, rien à voir, mais on pourra faire. Tu me dis ce que tu préfères. Moi, il y a un truc petit moment dans l'épisode où je me suis dit, je t'ai dit, tiens, ça tient à pas grand-chose, quoi. Et tu vois, j'aurais bien repris cette phrase-là en disant, ok, t'en es là aujourd'hui, mais c'est vrai que oui, c'est... non, me dépose pas. Ça m'a marqué, moi, Ouais. dans l'épisode. Alors ça aurait pu être très grave, hein, du coup. Mais ça tient à pas grand-chose. Ouais, et il y a plein de positifs derrière. Ouais, ça tient à une décision, à un sentiment, à un choix finalement. Tu vois, finalement, je reviens sur cette phrase, le choix que tu fais est toujours le bon. T'as pas moment. renoncé, t'as fait le bon choix au bon moment, quoi. Ouais, mais je le savais pas, hein, sur le coup. Et je pense que ma mère ne le savait pas du tout, elle n'était pas convaincue. Et j'imagine qu'aujourd'hui, elle se dit que ça va. Mais elle comprend pas ce que je fais, mais elle se dit que ça va. Ouais, c'est pas mal, ça tient à pas grand-chose. Et c'est souvent, dans ma vie, mais dans une vie en général, je pense que... Il y a quand même des nœuds. Ouais, il y a des moments. Il y a des moments... et puis voilà, et pour le meilleur, quoi. Mm. Est-ce qu'il y a une dernière question que je t'ai pas posée, que t'aimerais que je te pose? Bah, en fait, je t'aurais dit, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Mais on en a discuté. Ouais. Ce qui aurait été intéressant, c'est d'aborder la partie qu'est-ce qui fait de toi la personne que tu es au travail, tu vois, donc finalement, qu'est-ce que tu fais à côté du travail? Un peu de golf. Un peu, beaucoup trop pour ma femme, mais un peu de golf. Non, oui, voilà, si on doit parler de ça, je suis un passionné de golf et à partir avec un super ami des jours entiers à se lever à 5h du matin tous les jours pour aller golfer. Je suis aussi un pratiquant de kendo, donc il y a le côté arts martiaux qui m'a aidé à canaliser le stress que j'ai au golf. Non, et puis on en a parlé, finalement on a parlé de tout, il y a la musique, il y a pas mal de choses. En fait, le truc essentiel finalement, je réfléchissais l'autre jour dans quoi je suis bon, et en fait je pense que je suis pas bon en musique, je suis pas bon au golf, je suis pas bon au kendo. Je sais même pas si je suis un bon père, tu vois, ou un bon mari, mais je pense que là où je suis bon, c'est d'optimiser les choses. Et ça va être dans le travail et aussi dans ma vie privée, c'est d'apporter le confort. Donc voilà, mon loisir en dehors du poste de CTO, c'est de trouver les solutions pour que la vie soit facile. Créer les bonnes conditions. C'est ça. Dans le pro et dans le perso. Partout. Ça fait un bon point final? C'est bien, oui. Eh ben écoute, merci de ta participation. Et puis je te dis à très bientôt. Mais merci d'avoir reçu. Salut. L'épisode est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Et si c'est le cas, c'est le moment de prendre 2 ou 3 secondes de plus pour 2 ou 3 clics. Un petit clic pour un pouce bleu, ou un petit clic pour un partage aux copains, ou un petit clic pour vous abonner et ne pas rater le prochain épisode. À très bientôt.